Salut à vous, on se retrouve en mode entre copines révision pour le CAP coiffure. On va parler un peu de technologie appliquée et on va parler un peu des grandes idées, on va dire, qu'il faut, il me semble, impérativement retenir. Alors la liste n'est pas exhaustive, hein, c'est vraiment moi, ce que moi j'avais noté de ce qu'il fallait que moi je me rappelle. Après c'est vrai qu'il y a des choses que lorsqu'on fait des fiches qui nous semblent faciles à nous et donc on va pas noter dans les fiches. Donc ce que je dis, c'est pas vraiment l'intégralité du programme, ça va rejoindre quand même des grands axes. Après c'est vrai que s'il y a des points que vous voulez éclaircir ou quoi, n'hésitez pas, mais c'est vrai que ce sera pas non plus la liste entière de tout ce que on peut évoquer au sein de cette technologie appliquée. Il y aura peut-être plusieurs vidéos, peut-être sera coupé, je sais pas trop encore comment ça va se passer au niveau des présentations parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et donc on va parler tout de suite des différents sujets. Alors en colorimétrie, je vais essayer de vous faire une incrustation image donc du cercle. Il faut savoir les couleurs primaires et secondaires, savoir comment elles s'agencent et quels sont leurs opposés. Moi je m'en rappelais facilement parce que quand je me maquille, je sais que j'ai les joues rouges. Donc quand je complète mon teint, l'opposé du rouge, comme vous pouvez le voir sur le diagramme, c'est le vert. Et donc je mettais du vert pour combler le rouge de mes joues. Et à l'inverse, pour le jaune de mes cernes, je mettais du bleu. Donc pour le bleu de mes cernes, je mettais du jaune. Donc ça m'aidait un peu à avoir les idées en place pour qui est à l'opposé de qui. Et il y a deux lois à retenir dans la colorimétrie, hein. C'est les lois de colorimétrie, justement, elles s'appellent comme ça. Et donc je vais vous les dire et n'hésitez pas à les apprendre par cœur, celles-ci, parce que à mon sens elles sont vraiment primordiales et elles ont été demandées dans plusieurs examens. Donc voilà. Alors toute couleur complémentaire d'une couleur fondamentale s'obtient par le mélange des deux autres fondamentales. C'est-à-dire que si vous regardez votre cercle, le jaune et le rouge vont donner le orange, le bleu et le magenta vont donner le violet, et le jaune et le bleu vont donner le secondaire. Et en fait, leur couleur opposée, c'est la deuxième primaire qui n'a pas été, la dernière primaire qui n'a pas été utilisée. Je ne sais pas si vous comprenez bien, c'est assez, quand on lit la phrase vraiment doucement, c'est assez facile à comprendre. Donc c'était ça. Et la deuxième loi de colorimétrie, c'est une couleur et sa complémentaire s'opposent et se neutralisent entre elles. Donc c'est ce que j'ai dit avant, donc par rapport aux deux qui s'opposent, deux couleurs primaires font une couleur secondaire et la troisième primaire s'oppose à la secondaire qui a été créée par les deux autres primaires. C'est assez simple, mais ils sont vraiment importantes à connaître et à savoir reciter. C'était tout pour moi en colorimétrie sur la technologie appliquée. Alors là, je vais vous donner quelques petites définitions. Je pense qu'il est important de savoir resituer, peut-être pas mot à mot, mais au moins savoir les définir, c'est important de savoir les noter. À mon sens, des fois, c'est plus simple d'apprendre une définition, mais c'est mieux si on la comprend parce qu'on arrive à la ressortir, même s'il y a quelques mots qu'on n'arrive pas à retrouver. Alors, il y a la mélanine. Alors, elle est située dans le cortex du cheveu, elle est insoluble dans l'eau, elle se transforme au contact de l'eau oxygénée. Donc, il y a deux types de mélanine. Il y a la phanéomélanine qui est la teinte claire et qui est faite partir de pigments diffus, et au contraire les pigments granuleux sont le mélanine et qui font la teinte foncée. Donc c'est le mélange de ces deux pigments qui vont donner la couleur naturelle. Donc je vous noterai quelque part ce que je vous lis au niveau des définitions. Ensuite, il y a la mélanogénèse, donc c'est la réaction qui forme la mélanine. Elle est synthétisée dans le mélanocyte. Bon, on retrouve toujours les mêmes termes, hein, mélanocyte, mélanome, mélanine, mélanogénèse. Donc la tyrosinase, donc c'est l'enzyme qui va former par oxydation la mélanine en acide aminé. Donc ça, c'est vrai que c'est des notions un peu particulières, je vous redonne mes définitions, mais c'est vrai qu'après, si vous voulez plus de détails dans la biologie, c'est possible aussi, mais voilà, j'essaie de cibler un peu, vu que j'ai pas, en fonction des personnes, on n'a pas tous les mêmes besoins, donc là, j'essaie de cibler un peu des choses vraiment synthétiques. Ensuite, il y a la hauteur de ton. Alors, c'est les degrés d'opacité de la teinte sur l'échelle des teintes. Donc ça, c'est important parce que si on vous dit quelle est la hauteur de ton d'une couleur 5,95, vous devez savoir dire c'est quoi. Et les reflets, donc ce sont les nuances chaudes ou froides qu'on rajoute à la couleur. Donc ce qui est important de savoir et de savoir retrouver dans l'ordre et très facilement, c'est la hauteur des tons. Donc le 1, vous avez le noir, le 2, le brun, le 3, châtain foncé, châtain moyen, châtain clair, ensuite blond foncé, blond, blond clair, blond très clair et blond platine qui est une couleur artificielle.
Donc ces 10 teintes, c'est facile de les reconnaître. Enfin moi je me rappelle qu'il y avait noir, brun, que j'avais 3 châtains et tout le reste des blonds. Donc après il suffit de faire châtain foncé, châtain moyen, châtain clair, blond foncé, blond clair, blond très clair et blond platine. Donc l'échelle des tons est à savoir par cœur, hein, ça c'est important. Et la numérotation, ça c'est sûr que vous n'allez pas y rater si vous avez des questions sur la colorimétrie. On va vous demander forcément 1,95 c'est quoi comme ton, citer l'échelle des tons, quelle est la reflet principal, quel est le reflet secondaire et quelle est la hauteur du ton. Donc en numérotation de coloration, hein, vous n'êtes pas censé, c'est pas inconnu, vous êtes censé déjà le savoir probablement. Si on a un 5,95, on va changer de chiffre, un 5,96 par exemple. Le premier 5, donc ce sera la hauteur de ton. Le deuxième chiffre, c'est plus simple de faire 1,23. Le 1 correspond à la hauteur de ton. Ensuite, le 23, c'est le reflet principal. Le 2, c'est le reflet principal. Et le 3, c'est le reflet secondaire. Donc, dans le cas où le reflet principal est un 0, alors le reflet est atténué. S'il est après, il est renforcé. Si on a un 20, le 2 est renforcé. Si on a un 0,2, l'effet est diminué. Ça paraît logique que, vu que dans le cas du 1,02, vous aurez bien le reflet sera au niveau du reflet secondaire, donc il sera moins important que le reflet principal. Donc tout ça tombe sur le sens, mais c'était important de le noter. Et dans le cas d'un reflet 22, donc le reflet est accentué. Forcément, si vous avez le reflet principal qui est du 2 avec du reflet secondaire qui est du 2, on met bien l'accent sur cet effet-là qui est le 2. Donc l'échelle des tons, c'est à savoir, et la numérotation des reflets aussi. Donc c'est la même chose que l'échelle des tons, il faut la prendre par cœur. Alors le 0, c'est le naturel, le 1, le cendré, le 2, le irisé, le 3, c'est le doré, le 4, cuivré, le 5, acajou, le 6, le rouge, et le 7, le vert, qui sert à faire de l'anti-roux. Et si vous voulez retenir, en fait, vous pouvez prendre les initiales, et ça fait du NC Div Carve. Donc je sais que c'est peut-être pas évident, mais c'est important de le savoir aussi. Ça, c'était vraiment important. Alors pour les reflets chauds, moi je les avais appris par cœur. Après, je sais pas si vraiment ça vous servira ou pas. Mais moi je sais que je les connaissais par cœur. Donc pour les reflets chauds, il y a le doré qui est du jaune. Et c'est facile en fait parce que ça se rejoint à chaque fois, hein. J'essaierai de vous noter. Le doré c'est du jaune. Ensuite il y a le doré chaud, c'est du jaune et une pointe d'orangé. Le cuivré clair c'est du jaune avec de l'orangé. Ensuite, le cuivré foncé, c'est l'inverse, c'est de l'orangé avec un peu de jaune. Le roux, c'est du orange avec une pointe de rouge. L'acajou clair, c'est du orange avec du rouge en inférieur. L'acajou foncé, c'est du rouge avec du orange en inférieur. Et le violine, c'est du rouge pourpre avec du bleu en quantité variable. Donc moi, je les avais appris par cœur, mais après, je ne sais pas vraiment si ça vous servira. Et pour les reflets froids, vous avez le cendré qui est fait à partir de bleu, le cendré naclé qui est du bleu avec une pointe de rouge, le irisé qui est du violet, le gris qui est du bleu sur une base très très claire, et le gris argenté qui est du bleu plus du rouge sur une base très claire. Donc le cendré paraît un demi-ton plus foncé que sa fondamentale correspondante, et le doré paraît un demi-ton plus clair que sa fondamentale correspondante. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir, il me semble. Je vous noterai, en tout cas, c'est sûr que, pour reprendre sur la couleur et le rapport aux cheveux, qu'il faut savoir, c'est savoir les numérotations, l'histoire du 1,23, la hauteur de ton, les reflets principaux et secondaires, l'échelle des tons, c'est important, et l'échelle des reflets, c'est primordial. Après, les reflets chauds, reflets froids, le pourcentage dedans, je ne sais pas si c'est vraiment primordial, mais en tout cas, s'il y avait vraiment une chose qui est sûre qu'il faut savoir, c'est ce que je vous ai dit, la numérotation, l'échelle des tons, et la numérotation des reflets. C'était tout pour ce deuxième petit thème sur donc la couleur par rapport aux cheveux. Alors je vais vous parler maintenant de la coloration d'oxydation, donc qui est une coloration permanente. Il va falloir savoir faire la différence entre toutes. Donc je vous reprends un peu les thèmes principaux. Alors la coloration d'oxydation, c'est une coloration permanente, donc qui transforme durablement la pigmentation du cheveu. Donc le nettoyage est impossible, c'est pas une coloration qui s'en va, hein. Donc on ouvre l'écaille des cheveux, on enlève le pigment, on remet un autre pigment et on referme l'écaille des cheveux. Donc la coloration est vraiment pour la coloration d'oxydation est vraiment permanente. Donc elle peut se faire sur cheveux naturels, sur cheveux décolorés après nettoyage ou après mordançage. Donc ça, on reviendra après sur ces notions un peu plus tard. Donc elle nécessite une couche d'essai 48 heures avant,
Donc ça s'appelle le test de Saburo. Donc ça c'est important de savoir, on va aussi vous questionner si vous tombez sur la couleur, quel test il faut faire et comment il s'appelle. Donc le test de Saburo, une test d'essai, vous le faites au niveau de la saignée de l'intérieur du bras ou au niveau de l'oreille. Moi je préfère faire au niveau du bras, je trouve ça plus simple. Donc c'est là où la peau est la plus fine, donc où elle absorbe le plus de produits. On reparlera du test de Saburo un peu plus tard. Alors le but de cette coloration d'oxydation, si on vous demande quelle est la nécessité de ça, c'est qu'elle couvre 100% des cheveux blancs. Elle fond sur sa base naturelle, elle peut éclaircir de 1 à 3 tons, elle peut colorer ton sur ton, elle apporte un reflet et elle peut permettre la recoloration. Donc les propriétés physiques intrinsèques à la coloration, c'est qu'elle résiste à l'eau, à la lumière et au shampoing. C'est ce qu'on disait avant, elle est permanente, donc elle ne va pas facilement s'enlever. Ensuite, elle s'oxyde facilement et forme des nuances naturelles. Vous voyez toujours que quand on vous couleur les cheveux, un peu après, ça bouge un peu en fonction de vos cheveux naturels. Donc c'est ça qu'on parle. Son pH est alcalin puisqu'elle contient de l'ammoniac et elle est soluble dans l'eau et l'alcool. Alors en fait le pourcentage entre le colorant et l'oxydant, vous devez le savoir aussi. Faut savoir que plus on a de colorant comparé à l'oxydant, le pouvoir oxydant il est plus faible. Donc la couleur va être plus superficielle, plus foncée et le reflet moins dégradé. Si on a plus d'oxydant que de colorant, le pouvoir colorant est plus important, la vitesse et la force d'oxydation aussi, la coloration est faible, l'éclaircissement plus clair, les reflets légers et les cheveux blancs ne seront pas couverts. Et donc il faut toujours avoir le bon part de pourcentage en fonction de la couleur de modèle, en fonction de ses cheveux, qu'est-ce qu'il faut appliquer. Donc le mélange doit être rapidement appliqué. Vous savez qu'on ne fait pas son mélange avant, on fait son mélange dès qu'on a le client qui est prêt parce qu'il s'oxyde à l'air et donc il perd en efficacité. Vous voyez d'ailleurs que si on laisse un peu les colorants dans les bols, ils deviennent tout durs et tout décolorés. Donc c'est parce qu'ils s'oxydent à l'air. Donc le fait de ne pas laver les cheveux, le but, si on vous demande pourquoi on demande aux clients de ne pas forcément se laver les cheveux avant une coloration, c'est que le cuir chevelu produit du sébum qui va permettre de protéger votre cuir chevelu lors de la coloration, qui est quand même assez agressif. Et donc ça va le protéger, en fait c'est une fine couche un peu graisseuse justement qui va protéger la peau. C'est pour ça aussi que quand nous on fait le pourtour avec de la crème lors des colorations un peu compliquées, genre le noir, le rouge, etc. sur des peaux très claires, le but c'est ça en fait, c'est de faire comme le sébum le fait sur le cuir chevelu. Donc pour une première coloration, on fait longueur et pointe, car le colorant ne monte par capillarité au niveau de la racine. Alors la capillarité, vous savez, c'est comme quand on met un sucre dans le café. Vous voyez le café qui monte dans le sucre, c'est pareil lorsqu'on applique la coloration dans les cheveux. Par capillarité, ça remonte le long de la fibre capillaire. Et ensuite on fait les racines, ce qui est l'inverse pour les cheveux qui sont déjà colorés, où on refait une coloration. On applique d'abord en racine parce que la racine est plus foncée puisqu'elle n'a pas été colorée. Et ensuite on fait les longueurs. De toute façon à l'épreuve on fera comme ça, c'est racines et après longueur. Donc c'était tout pour la petite fiche sur la coloration permanente. Du mordant-sage, alors c'est une technique qui est assez abstraite pour moi, voilà, c'est pas réalisé forcément dans le salon où je travaillais. En tout cas, je vois pas trop à quoi ça consiste. C'est pas quelque chose qui me paraît clair, mais je peux vous donner les définitions. Donc le mordant-sage, ça consiste à sensibiliser le cheveu pour le préparer à une coloration d'oxydation. Donc le produit à utiliser c'est de l'H2O2, donc c'est de l'oxygéné, à 6% ou à 8% ou à 9% selon la grosseur du cheveu. Donc ça rend les cheveux plus poreux, donc plus absorbants par rapport à la couleur. Alors c'est pour les cheveux qui vont avoir du mal à colorer en général, où on fait ça, on prépare le cheveu comme un peu une décoloration avant une recoloration. Donc l'application, on l'applique sur cheveux secs, ne pas appliquer en racines et laisser 2 cm au niveau des racines et mettre au séchoir 5 à 10 minutes, appliquer la coloration directement. Donc dans quel cas utiliser le mordant-sage? Donc sur cheveux secs, vierge, mi-longueur et pointe, sur un grand pourcentage de cheveux blancs ou sur des racines de plus de 2 cm. Donc là c'est vraiment important parce que le mordant-sage, on en parle quand même souvent. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais le sujet en fait, on va reprendre l'historique d'une cliente
lambda et par rapport à cette cliente on va développer plusieurs questions. Ça va faire comme une petite histoire si vous voulez. Et donc par exemple cette personne, on va vous dire qu'elle a beaucoup de cheveux blancs, on va vous dire quelle étape préparatoire on peut faire pour la coloration et c'est là à vous de dire le mordançage va permettre de rendre le cheveu plus poreux et on va vous demander comment ça s'applique et là vous devez dire que ça s'applique sur cheveux secs, pas en racines et que ça doit se mettre sous casque 5 à 10 minutes. Et maintenant je me souviens que j'avais déjà une question sur ça, sur un sujet et donc dans les annales et c'était déjà tombé, donc je pense que c'est des notions importantes à savoir. La touche d'essai ou le test de Saburo va être aussi demandé hein, si on parle de coloration, c'est aussi quelque chose d'important mais c'est quelque chose d'assez facile à savoir. Ça fait toujours bien d'avoir la bonne terminologie hein, quand on parle de ces choses-là. Donc il faut réaliser une touche d'essai, c'est 48 heures avant, en nettoyant la peau à l'alcool, donc à la saignée du coude, donc c'est dans le creux du coude. Mettre le colorant avec ou sans l'oxydant, le laisser sécher, mettre un pansement, ne pas laver la zone. La lecture du test de Saburo, test négatif si on n'a ni rougeur ni démangeaison. Au bout de 48 heures, vous devrez réaliser d'ailleurs le test de Saburo si vous tombez sur la coloration sur votre modèle. Vous aurez une fiche qui sera fournie avec votre convocation où vous aurez le nom, prénom, machin. Je certifie avoir reçu le test de la coloration 48 heures avant l'examen pour justement voir s'il n'y a pas de souci au niveau de la couleur que vous avez utilisée. Donc c'était tout pour le test de Saburo, c'est assez simple, hein, juste à retenir 48 heures, on désinfecte la zone avec du désinfectant, on met le produit avec l'oxydant ou sans oxydant, on met un pansement et on ne lave pas pendant 48 heures. Voilà, c'était tout pour le test de Saburo. Alors maintenant on va parler de la précoloration. La précoloration ça peut être utile en fait pour les cheveux qui ont subi un décapage ou une coloration difficile à prendre. Je pense notamment aux gens qui sont brunes qui veulent devenir blondes ou des choses un peu excentriques ou un peu difficiles. Donc elle est utilisée pour neutraliser un fond de décoloration. Neutralise le reflet par couleur complémentaire. Donc cheveux qui a tendance à rejeter la couleur. Pour une nuance foncée sur une base claire ou pour un reflet pour plus de reflets sur une couleur. Donc on applique le colorant pur avec un peu d'eau sur la zone à concerner, on malaxe pour faire pénétrer le produit, pas de temps de pause ni de rinçage, puis on applique la couleur normalement dessus. Donc le tableau de précoloration, en fait c'est le tableau de remontée des couleurs, ça veut dire que si vous appliquez du 9, vous obtiendrez du 8.3, du 8 du 8.4, du 7 entre 7,45 et 7,40, du 6 entre 6,45 et 6,64, du 5 entre 5,4 et 5,64 et du 4 entre 4,45 et 4,65. Ça je pense que c'est pas nécessaire de le savoir, je pense que c'est nécessaire de savoir c'est quoi l'utilité de la précoloration et c'est quoi la technique d'application et dans quel cas on l'utilise. Voilà, je pense pas que c'est nécessaire de savoir le tableau de précoloration. Après si vous avez beaucoup de mémoire, n'hésitez pas à l'apprendre, hein, c'est toujours bien, mais si vraiment c'est une des choses que vous devez oublier, bon c'est pas le plus grave. Alors la fiche sur l'eau oxygénée, ça c'est sûr que si vous tombez sur la coloration, on va sans doute vous en parler. L'eau oxygénée, on va vous dire aussi c'est quoi sa molécule chimique, c'est quoi ses composants, c'est assez simple, hein. Donc l'eau oxygénée c'est de l'eau avec un oxygène en plus, donc c'est du H2O2, donc de 2 molécules d'hydrogène, 2 molécules d'oxygène. Elle s'appelle aussi le peroxyde d'hydrogène, donc vous faites pas avoir hein, si vous tombez sur le peroxyde d'hydrogène et que vous savez plus c'est quoi, c'est vraiment important de savoir les synonymes. Donc on l'utilise avec l'ammoniac de décoloration pour fixer la permanente aussi, donc en fait ça stabilise avec des acides, donc sa décomposition est accélérée en milieu basique par la lumière, par le soleil, par la chaleur et par les sels métalliques. Donc il faut savoir le divolume et les pourcentages, ça correspond à quoi, ça c'est important de le savoir, c'est vraiment primordial. Donc du 10%, du 10 volume c'est du 3%, et donc vous avez ça correspond à 10 litres d'oxygène gazeux qui est libéré lors de cette expérience. Donc on l'utilise pour la décoloration, la coloration, le mordançage, le nettoyage, la neutralisation en permanente et la désinfection. Donc c'est important de le savoir, surtout les volumes. Hein, alors je me rappelle plus, c'est du 10, 20, 30 volumes je crois. Et ça fait du 3%, 6%, 9%. Ça c'est important de le savoir, hein, c'est vraiment important. Et comme je vous disais, la composition, donc H2O2, peroxyde d'hydrogène, c'est de l'eau oxygénée. Et à quoi ça peut servir et comment il s'abîme. Alors maintenant on va parler de l'ammoniac. L'ammoniac c'est très utilisé, donc l'ammoniac sa molécule chimique, c'est important aussi de le savoir il me semble, c'est du NH4OH.
Si on vous demande la réaction, elle est très très simple. En fait, ça va faire du NH3 plus de l'H2O va former du NH4OH. Donc l'ammoniac, elle est utilisée, ça c'est important aussi de le savoir, pour ouvrir la cuticule de cheveux. Elle gonfle la fibre capillaire. C'est un catalyseur de décomposition de l'eau oxygénée. Ça augmente l'élasticité du cheveu et ça ramollit les chaînes de kératine. Donc on le retrouve dans les liquides de permanente, vous en doutez bien pourquoi, dans les décolorants, dans les colorants d'oxydation, dans les défrisants. Donc l'ammoniac qu'on utilise, nous, c'est du 20% en coiffure. Donc c'est facile de comprendre que par rapport à les propriétés physiques qu'elle donne d'ouvrir les cheveux, donc ça c'est pour la coloration, pour la permanente, donc gonfle les fibres capillaires, ramollit les chaînes de kératine, l'élasticité, enfin tout ça, ça permet bien de vous montrer que ça aide pour la permanente, la coloration, la décoloration et le défrisage. Bon, le défrisage, en général, il y a très peu de questions là-dessus, mais bon, c'est toujours bien de le savoir au cas où. Alors, petite fiche sur les cheveux blancs. Alors, en fait, les cheveux blancs, c'est une... on peut appeler ça maladie, en tout cas, si on a un terme à dire... un terme médical pour les cheveux blancs, ça s'appelle la canicie. Donc la canicie, c'est pas la calvitie, c'est bien la canicie, et c'est le blanchiment des cheveux. Et en fait, le blanchiment des cheveux est dû à la disparition des pigments dans la fibre du cheveu, donc ce qui est dû au vieillissement. Donc les cheveux blancs prennent plus difficilement. Si on a inférieur à 50% de cheveux blancs sur une tête entière, vous aurez un tiers de fondamental et 2 tiers de reflet. Et si on a les cheveux, si on a plus de 50% des cheveux blancs, il faudra mettre un demi fondamental et un demi de nuance. Dans le cas d'un plus fort pourcentage de cheveux blancs, il faut donc faire un mordançage. Vous n'êtes pas sans savoir que si on fait une coloration sur un cheveu blanc qui n'a pas de pigment, la couleur elle va pas ressortir pareil que sur un cheveu coloré. Et par exemple, si vous faites un rouge sur un cheveu comme ça mais qui a quelques cheveux blancs, les cheveux blancs ils vont ressortir mais rouge feu et ça risque d'être très voyant et de pas être très comment dire, esthétique. Donc voilà, vous devez savoir comment traiter les cheveux blancs. Alors on va parler maintenant de la coloration ton sur ton. En fait c'est une coloration sans ammoniac, elle agresse moins le cheveu et donc elle est utilisée seule ou avec un révélateur, avec une oxydation faible donc de 1,5 à 3%. Elle couvre jusqu'à 50% des cheveux blancs et elle reste seulement dans la couche superficielle du cheveu. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur la coloration ton sur ton. Par contre sur la coloration semi-permanente, donc elle modifie plus ou moins la couleur naturelle des cheveux, elle s'estompe après 4 à 6 semaines, ça ne change pas la pigmentation du cheveu, elle s'y ajoute, elle ne modifie pas la structure interne du cheveu comme on a dit précédemment avec une coloration permanente. Donc elle est compatible avec une permanente du fait qu'elle soit moins agressive pour le cheveu. Donc le temps de pose c'est 10 à 30 minutes et une prise plus rapide après la permanente car les écailles sont déjà ouvertes au niveau du cheveu, donc bien évidemment on laisse moins poser. C'était tout pour cette coloration. Ensuite, on parle beaucoup coloration, mais au moins comme ça c'est fait. Vous avez tellement de types de coloration, c'est important de savoir un peu vite fait les différences entre les deux. C'est pas pour autant que on va vous poser des questions très pointues sur des colorations qui sont très peu utilisées. Alors la coloration temporaire, elle s'enlève au premier shampoing, elle ne modifie pas le cheveu, elle s'applique sur cheveux mouillés. Elle existe sous différentes formes, les shampoings, les mousses, les lacs et en gel. Je sais que vous avez déjà dû voir sur les petites mamies qui ont les cheveux blancs, on met des mousses en général avec des tons un peu violets lors du coiffage pour donner un peu cette couleur un peu mauve clair aux cheveux. Donc voilà, c'est de la coloration temporaire, au moins vous savez ce que c'est, vous avez déjà entendu parler et vous saurez réexpliquer c'était quoi. Alors la coloration naturelle, vous connaissez tous, en plus en ce moment c'est quand même un peu à la mode, c'est le henné. Donc il existe de plus en plus de colorations naturelles résistant de 10 à 12 semaines. Le henné, vous savez qu'il y a des salons de coiffure à Paris notamment qui ont ouvert, qui sont des colorations 100% naturelles où on se fait que avec des plantes et sans oxydants, sans rien, notamment intéressant pour les personnes qui deviennent de plus en plus allergiques à l'ammoniac et à l'eau oxygénée et du coup c'est pas mal pour ces personnes là, pour les personnes qui ont aussi les cheveux sensibilisés, mais il faut savoir que à chaque avantage il y a un inconvénient, les temps de pose sont beaucoup plus longs, ensuite on a une couleur qui va moins durer dans le temps qu'une coloration permanente, enfin voilà, comme tout il y a du bon et il y a du mauvais dans tout. Voilà pour la coloration naturelle.
Alors la décoloration ou le fond de déco. Alors ça ça vous en avez sans doute déjà vu en salon et on va reprendre vraiment les bases. Donc c'est une technique d'éclaircissement. Elle consiste à éliminer totalement ou partiellement les pigments naturels. Ça veut dire si une brune veut devenir blonde ou rousse, on va enlever toute sa couleur. Donc pour les mèches ou balayage, à préparer une couleur. Donc les eumélanines sont éliminés avant les phaéomélanines. Donc ce qu'on avait dit, les pigments clairs et les pigments foncés tout au début de la vidéo. Donc la première étape qui va se passer, c'est les eumélanines vont diminuer, la hauteur de ton va diminuer et donc les reflets rouges vont augmenter avec les reflets jaunes. La deuxième étape, la phaéomélanine diminue, la hauteur de ton diminue, le reflet jaune augmente et le reflet chaud diminue avec le temps. Donc c'est pour ça qu'en fonction en fait du temps qu'on laisse déposer la déco, soit on va avoir, si on arrête à la première étape, des reflets rouges, soit à la deuxième étape des reflets jaunes. Donc le fond déco, la teinte est obtenue par une décoloration naturelle. Donc l'échelle des tons, donc platine, en fait c'est la même chose qu'on avait vu avant avec l'échelle des tons. Donc la force déco dépend du volume d'eau oxygénée, donc c'est uniquement de l'eau oxygénée. Donc faible c'est 1 à 3 tons et forte c'est de 3 tons et demi à 6 tons et très fort c'est de 5 à 7 tons. Donc la décoloration est accélérée par la chaleur, un activateur de chaleur, la sensibilisation des longueurs et ralentie par le froid, la teinte foncée, les cheveux frisés et des gros cheveux. Donc ça veut dire que si vous appliquez la déco et que vous mettez sur casque, et ben en fait ça va décolorer plus vite. C'est déjà fait déjà en salon hein, pour quand on a beaucoup de clientes qu'on doit aller assez vite. Ou si on n'a pas le temps de prendre une cliente entre le temps que l'autre est en pause, bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, donc vous mettez sous casque.